Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle saison du Garage. Une saison que j'aurai toujours le plaisir de présenter avec mon compère Driss Abdi. Salut Driss. Mais plus l'avantage, hein. Non, pas Salut aujourd'hui. Alex. Nouvelle saison donc, nouveau studio, nouvel horaire et nouveau format puisque vous nous retrouvez désormais chaque mercredi à 21h pour une demi-heure consacrée à l'actualité et aux essais automobiles. Et n'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver 24h sur 24 sur le site watch.tv ainsi qu'en podcast sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux avec le hashtag LeGarageTV. Il ne change pas. En revanche, ce sont nos camarades et confrères qui nous honorent de leur présence chaque semaine. Avec pour commencer l'ami Michel Holtz. Salut Michel. Salut les concessionnaires. Garagiste, c'est pas si mal. Oui. Et également parmi nous, monsieur Nicolas Hédet. Salut Nico. Salut à tous. Voilà, des invités 100% alsaciens me faisaient remarquer. C'est vrai. Mon invité ici à gauche que je vais vous présenter dans un instant, À droite. à droite, pardon, à votre gauche sur l'image. Avec nous, donc, nos invités, messieurs, un sommaire très cocorico, puisqu'on va parler du mondial de l'automobile qui a fermé ses portes voici 3 semaines, ainsi que l'une de ses stars, la Peugeot 3008. Alors, sur ce plateau, honneur aux dames. J'ai donc le plaisir de recevoir Aude Corélie de Borelli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de produit 3008 chez Peugeot, ainsi que François Roudier. Bonjour. Directeur de la communication du comité des constructeurs français automobiles, le CCFA. Bonjour à tous les deux donc. Voilà, les présentations sont faites, on se retrouve dans une poignée de secondes. Voilà, c'est la grand-messe française et même mondiale de l'automobile, et c'est d'ailleurs son nom, le Mondial de l'automobile de Paris, qui a fermé ses portes voici quelques semaines maintenant. Alors, il a été marqué par de nombreuses absences, dont Ford, Volvo, Mazda, ou encore des marques plus élitistes, comme Lamborghini, Bentley, j'en passe. Baisse de fréquentation également, mais avec sensiblement moins de visiteurs que les éditions précédentes, mais de très bonnes affaires, à en croire les constructeurs exposants. François Roudier, donc, vous représentez les constructeurs automobiles français au sein du CCFA. Le mondial est-il en danger? Quand même, question qui se pose aujourd'hui pour beaucoup de gens. Alors heureusement non, je n'aurais peut-être pas fait cette même réponse au début de l'année, parce que nous, en tant qu'actionnaire principal du mondial, on a 85% de la société qui organise le mondial, le reste étant tenu par la FIEV. Et on a eu beaucoup de soucis, on a eu un changement de patron opérationnel, le commissaire général qui a fait ce salon a été recruté par nous en mai de cette année. Donc vous voyez qu'à quelques mois du salon, c'était difficile de corriger certaines erreurs. Et je dirais que certaines marques n'étaient pas là. C'est toujours facile de blâmer le client. Mais en fait, en bon vendeur, on sait que si le client n'achète pas, c'est souvent de la faute du vendeur. Donc il y a eu beaucoup de problèmes internes. Et finalement, ce qui est positif, c'est qu'on voit qu'un engouement du public et surtout un engouement de nos exposants. Alors donc, on l'a dit, il y a une baisse sensible de la fréquentation. Alors, vous l'attribuez à quoi? Bon, c'est quoi? C'est l'effet attentat? Il y a autre chose? Alors, il y a un effet attentat. Tous les salons ou expositions à Paris ont une chute de moins 15 à moins 30%, voire moins 40%. Et nous, on s'est situé à 14,4%, ce qui est finalement pas si mal que ça. Quand on regarde de près, on voit qu'on a mal commencé. On a très mal commencé le mondial, où pendant 4 jours, après le premier jour, vous avez tous les fans d'auto, tous ceux qui voient Watch TV, qui de toute façon, même s'il y avait des barbelés et des mitrailleuses, ils ramperaient, ils viendraient de toute façon. Donc on avait un bon premier jour, et puis après, des jours assez mauvais, des baisses de moins 20% par rapport au jour de 2014. Et ça, c'est tout simplement qu'on a raté notre campagne de publicité. Donc en fait, la meilleure publicité du mondial a été faite par vous, les journalistes, qui avez commencé à sortir des choses à partir de jeudi, et puis progressivement, on a attiré beaucoup plus de gens, on a rattrapé sur la fin du salon. Michel, est-ce que tu veux intervenir? Moi, je voudrais simplement mettre en corrélation les deux chiffres que François nous a donnés. C'est, enfin, surtout, c'est la baisse de fréquentation et
en corrélation avec l'augmentation des ventes que tous les constructeurs nous ont affirmé avoir fait sur le salon. Et on parlera de 3008 tout à l'heure, qui est quand même significatif. Et cette hausse et cette baisse en même temps me font un peu peur. Et du coup, je vois devenir le mondial comme une énorme concession. En fait, les gens qui vont aujourd'hui au mondial sont peut-être ceux qui viennent acheter une voiture. Et ce n'est plus la voiture qui fait rêver, c'est la voiture. On a des clients qui viennent au mondial parce que c'est la concession absolue où il y a tout le monde, on peut choisir sa voiture. Mais on ne vient plus rêver au mondial. Donc il y a peut-être une tendance comme ça aujourd'hui qui se dessine. Nicolas? Oui, alors est-ce que c'est pas un peu, enfin, au départ, le mondial, est-ce que c'était pas un petit peu ça? Je te parle, il y a quelques décennies, les gens allaient acheter leur voiture au salon de Paris. Alors c'est vrai que ce salon est devenu moins vendeur avec le temps, on était plus là pour rêver. Je pense qu'il faut qu'on continue à rêver, par contre, parce que ça c'est un peu dommage. Moi j'ai entendu des sons de cloche, le type qui vient, qui paye 16 euros son entrée, pour lui c'est gamin, donc ça fait déjà un budget. Derrière, il y en a pour 30 ou 40 euros de sandwich, plus 15 ou 20 euros de parking. Il sort de là et le mec le dit, j'ai pas vu de Rolls-Royce, j'ai pas vu de Bentley, j'ai pas vu de Bugatti ou ce genre de choses, ni de Lamborghini. Il y a de quoi être un peu déçu, et c'est le cas de certains visiteurs. Effectivement, moi, de mon côté, je trouve qu'on travaille pour la presse. Effectivement, on a eu des moyens beaucoup plus, je trouve, plus importants cette année pour bosser. Je pense que vous pouvez en témoigner. Alors pour nous, c'est vrai que pour travailler et pour couvrir l'événement, on n'a jamais aussi bien bossé avec le mondial, et tant mieux. Maintenant, attention, c'est-à-dire qu'il faut peut-être, est-ce que c'est le tarif des emplacements, du mètre carré des stands, qui devient peut-être trop élevé pour certains constructeurs, avec peut-être pas assez de rentabilité par rapport au marché français. Il y a aussi justement le problème du marché français. Est-ce que le marché français est pas en train d'un peu s'appauvrir en termes de véhicules haut de gamme? Ça vient de plein de choses, évidemment. Est-ce qu'on tire pas un peu trop sur la voiture, justement, comme un véhicule, enfin, justement comme un mode de transport qui est mal vu, justement, par les politiques? Est-ce que tout ça, finalement, n'a pas tendance à faire baisser la fréquentation d'un salon et d'un événement pareil? Beaucoup de questions, François. Oui, beaucoup de questions, mais en fait, non, vous êtes tous les deux totalement dans la problématique que nous avons, hein. Tout d'abord, Michel, oui, le mondial, c'est un salon où on vient rêver et où on vient acheter des voitures, et l'un va pas sans l'autre. Et je crois qu'on a eu même un temps un délire où c'était que le salon du show-off, ça fonctionne pas, mais il faut pas non plus que ça devienne la concession, le salon exposition voiture de Montluçon, ville où j'habite et que j'adore. Mais bon, on est à Paris, c'est un salon international, et au sein de l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, on est un salon international si effectivement il y a une démarche globale, une démarche vraiment structurelle, corporate, comme on dit, de la marque. Donc là, nous avons un très gros travail pour faire revenir les absents, essayer de comprendre pourquoi les absents ne sont pas venus. Et là, Nicolas, effectivement, certains ne sont pas venus parce que les coûts globaux de présentation à un salon deviennent très lourds. Alors, hélas, pour nous, organisateurs, c'est pas tellement le coût du mètre carré, c'est tout ce qu'il y a autour. Lorsque vous avez vu les stands qui étaient cette année au Mondial, on avait des stands qui étaient d'une facture remarquable. On a calculé que certains écrans géants, ne citons pas les Français, mais les Coréens par exemple, on était sur des écrans à une location de 700 000 euros pour 15 jours, rien que l'écran. Et lorsque vous voyez le personnel sur place, bon, c'est fini les hôtesses créatures à jupe fendue, on a maintenant des petits jeunes qui sont là, et qui sont là avec une tablette pour prendre des commandes. Donc c'est des gens qui sont qualifiés, qui sont formés. Je sais que leur salaire pour les 15 jours, c'était entre 1500 et 1200 euros pour 15 jours. Donc on voit qu'on a des coûts qui arrivent parce que lorsqu'on est au mondial, on ne peut pas venir petit bras. Donc ça chasse certaines marques de volume qui peuvent avoir des soucis de budget, et puis certaines marques de luxe qui finalement ne voient pas comment elles peuvent vraiment se présenter. On a eu aussi un très bad buzz au départ. Bon, je crois que ça a été extrêmement négatif, et ça, on pense que de toute façon, ça disparaîtra. Est-ce que vous avez déjà des retours des marques qui étaient absentes? Je pense notamment à Ford. Bon, Volvo, c'est une stratégie définie de plus longue date. On ne va pas revenir dessus, mais Ford ou Mazda, par exemple, on a parlé d'engouement chez les constructeurs, hein, beaucoup de commandes chez Peugeot, chez d'autres. Est-ce que ces marques-là sont déjà
revenus vers vous pour rediscuter du mondial 2018? Alors oui, on rediscute avec eux, bien sûr, hein, et je crois que dans les deux cas, c'était des décisions qui étaient prises par les maisons mères et par peut-être des directions dans les maisons mères à l'étranger qui ne voyaient pas forcément l'intérêt de la France. Je ne vous cache pas que les réseaux de concessionnaires de ces deux marques sont absolument effondrés parce qu'ils ont vu les commandes passer chez d'autres, hein. Qui va à la chasse perd sa place. Donc nous, notre but, c'est de faire revenir Ford, de faire revenir Mazda. On a des arguments, on peut trouver toujours des formules pour qu'une marque soit présente. Je pense par exemple que c'est très intéressant de voir comment Aston Martin n'était pas présent au mondial. A décidé, on ne pouvait pas leur vendre des mètres carrés. Alors on s'était acharné à leur vendre des mètres carrés. Non, ils ne voulaient pas. Et finalement, ils étaient présents au mondial puisque la DB11 était sur le stand Bridgestone. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que Aston Martin a sponsorisé l'émission, la présentation L'automobile fait son cinéma. Et cette exposition, c'est simplement le commissaire général actuel qui a été voir le patron d'Aston Martin aux 24 heures du Mans. Il lui a dit « Ah, je peux financer ?» Mais ok. Il lui a fait un chèque comme ça. Alors, si les commerciaux avaient bien fait leur boulot 9 mois avant, c'était un plus gros chèque et peut-être une participation différente. Je ne veux pas être trop long, mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, on est sur des salons qui sont des événementiels. C'est fini le temps à la papa où on vendait des mètres carrés, des billets d'entrée et une petite pub dans le magazine. C'est terminé. On est sur une conception d'événementiel. C'est plus compliqué. Oui. Est-ce que c'est pas un peu schizophrène d'organiser un salon, un mondial de l'automobile dans une des villes qu'on taxe d'autophobes aujourd'hui? D'ailleurs, la maire de Paris n'a pas daigné visiter le mondial, si je ne m'abuse. Non, ça nous a chagrinés parce qu'effectivement, c'est quand même non seulement un salon qui est le premier au monde, mais en plus, lorsque vous enlevez toutes les automobiles, tout ce que rapporte le salon en lui-même à la ville de Paris est considérable. Mais oui, et l'Union des expositions, l'Unimev, adore ce salon parce que c'est un salon qui permet d'attirer d'autres salons après dans Paris. Donc c'était sûrement une erreur lourde sur le plan politique économique. Au-delà de ça, le salon existe depuis 1898. On a vu passer beaucoup de politiques avec beaucoup d'idées assez spéciales. Donc les politiques passent, le salon reste. Alors vous êtes déjà donc en pleine élaboration du mondial 2018. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce qu'il faudrait revoir la répartition des halls? Sur quelle piste vous travaillez pour, on va dire, redonner l'aura qu'avait ce mondial jusqu'à maintenant, hein? Alors, oui, on est sur certaines pistes. Bon, je ne vais pas tout vous dire, parce qu'effectivement, on commence déjà à travailler sérieusement. Vous avez des débriefings avec les clients qui commencent ce mois-ci. Et je dirais que tout ce qui va être le salon 2018 sera finalisé au premier semestre 2017. Donc, on va assez vite. Alors, retrouver l'aura du salon, attention, je crois que le monde des salons a évolué, le monde de l'automobile a évolué, on est dans des systèmes très très différents, on a de nouveaux entrants. J'étais extrêmement surpris par le client Sony qui présentait sa réalité virtuelle, et ravi, eux ils veulent revenir prendre plus grand au salon. On a toute une arrivée de gens qui travaillent dans la mobilité et qui eux aussi étaient contents. Blablacar était content, les voitures noires étaient au-delà d'être ravis puisqu'ils ont même recruté des gens. Donc on a un salon qui évolue. Il ne faut pas perdre les racines de notre salon qui sont l'émerveillement, la beauté, le design a très très bien fonctionné, et perdre aussi le fait qu'on est là aussi pour vendre des voitures qui sont produites et abordables pour tous. Donc on a cette alchimie à faire entre l'ancien monde, le nouveau, le raisonnable et le déraisonnable. Et ça, c'est très important. Et par contre, je vous remercie, les amis journalistes, d'avoir constaté qu'on avait fait un effort énorme dans l'accueil des médias, hein. Ça, c'est un sujet j'avais même travaillé personnellement. C'était extrêmement important. Lorsqu'on a une arrivée de 5000 à 6000 journalistes, on a accrédité quasiment 9000 au niveau mondial. Il faut être capable de traiter rapidement et surtout d'être dans votre vitesse de traitement. Et je crois que pendant longtemps, le mondial a été un peu en retard par rapport à votre vitesse de traitement d'information. Là, on a essayé d'être bon. On va s'améliorer encore. Donc, je rebondis juste avant de conclure sur ce sujet, ce que vous disiez sur les nouveaux arrivants dans le mondial, hein, Sony, etc. Ce qui est amusant, c'est que les salons high-tech voient arriver les constructeurs automobiles et les constructeurs high-tech arrivent dans les salons automobiles. C'est étonnant quand même. Oui, c'est étonnant et pourtant c'est l'avenir. C'est-à-dire que vous aurez des participations croisées dans tous ces salons. On ne présente pas forcément la même chose, c'est pas au même public, c'est pas la même durée.
Je vois par exemple qu'au CES Las Vegas, on a Carlos Ghosn qui fait une grande présentation. C'est Carlos Ghosn, président de Nissan. Mais bon, on voit très bien que chacun a une vision très spécifique. C'est à nous de devenir le premier salon mondial aussi sur tout ce qui est le futur de l'automobile. On fait rêver les gens, certes, avec des designs superbes, mais on les fait aussi rêver avec le futur de ce que va devenir leur automobile. Voilà, et on va d'une certaine manière continuer à parler du mondial avec notre second invité, Aude Corélie de Borelli. Alors, s'il y en a un qui a incontestablement fait partie des stars de cette édition 2016 du mondial, c'est bien le SUV Peugeot 3008 dont il s'agit. J'en ai pris le volant avec notre ami Damien Rullière. On va se retrouver dans quelques minutes pour parler de tout ça. Voilà, je suis avec Damien Rullière. Salut Damien. Salut Alex. Bon, on essaye la nouvelle 3008 Damien et c'est quand même une bonne surprise globalement. Ouais, on peut dire oui, c'est vraiment une très bonne surprise. Ça faisait longtemps qu'on n'avait peut-être pas été aussi enthousiaste à propos d'une voiture française. On va passer rapidement sur l'extérieur parce que le design on l'a vu déjà assez audacieux, carré, il assume vraiment le côté SUV là où le modèle précédent parlait simplement de crossover. On va se focaliser d'abord sur l'intérieur avec un traitement qui est pour le coup complètement inédit, vraiment bien réalisé. Et je sais pas ce que t'en penses, si en fait je sais ce que t'en penses et tu vas être sans doute d'accord avec moi, mais c'est je pense une des plus belles réalisations du moment. Oui, et pas seulement chez Peugeot, mais d'une manière générale sur le marché. Le design et le mobilier est un très beau dessin, très original, et en même temps c'est très cossu dans les matériaux, dans les assemblages. Là, ils ont frappé fort, vraiment. Ouais. Il y a beaucoup d'originalité, il y a ces petites touches piano là qui sont très agréables au toucher, on sent vraiment qu'il y a eu beaucoup de travail. C'est une adaptation des petits boutons qu'il y avait avant sur le 3008, mais en même temps c'est vraiment bien fait. Il y a ce levier de vitesse, là on est sur la boîte auto qui est très inspiré de chez BMW, mais en même temps c'est pas la pire des références. Et puis alors il y a ce iCockpit avec ce petit volant, alors cette fois ils ont raboté le haut. Voilà, on a un méplat en haut et en bas, voilà. C'est vraiment un tout petit volant presque typé F1 quoi. Ouais. Et alors alors quand je l'ai conduit, ce que j'ai trouvé agréable, c'est que effectivement même dans les lacets, on peut conduire d'une seule main, même si c'est pas recommandé, on peut conduire d'une seule main. Et puis il y a cette instrumentation numérique qui elle aussi est inédite. C'est une première chez Peugeot, puis c'est même, on peut le dire, une première pour une française d'avoir une instrumentation numérique comme ça. Et alors elle est surtout très bien réalisée. C'est vraiment facile de se louper sur ce genre de truc. On peut dire que l'instrumentation de Renault est quand même assez ratée dans le genre. Celle-ci est vraiment très bien faite. Non, dans les coloris, dans le graphisme, dans sa réactivité aussi. L'écran est très rapide, c'est facile de passer d'un mode à l'autre. En plus, on a le choix, il y a 4 ou 5 modes différents. On peut personnaliser, on peut avoir la carte en très grand. On connaît tous le Virtual Cockpit d'Audi. Ouais. Celui-là n'a pas à rougir face au Virtual Cockpit d'Audi. Alors là, on est dans la version haut de gamme, donc GT, avec des très beaux matériaux, avec un bois naturel qui est vraiment super, qui fait vraiment cossu à l'intérieur. Ce qu'il faut dire, c'est que peu importe les finitions, les matériaux vont changer. Par contre, on aura le petit volant, l'écran central, là où est affiché la navigation, et l'instrumentation numérique. Absolument. Alors on va parler maintenant un petit peu des motorisations et de l'agrément de conduite. On a eu la chance d'essayer 4 versions différentes. Là on est dans la version diesel 180 chevaux. On a essayé le petit diesel, le 120 chevaux. On a essayé l'essence 165 chevaux et le PureTech essence 130 chevaux. Toi et moi, on est du même avis pour le coup. Il y a une version qui se détache, qui apparaît comme la plus cohérente. C'est le 130 chevaux essence, le 3 cylindres PureTech, qui donne l'impression d'être vraiment péchu, qui offre un agrément intéressant, une petite sonorité sympa. Qui est léger. Voilà, qui en plus c'est le plus léger de tous, puisque on est sur une voiture qui fait
qui fait 1250 kg. C'est ça. Alors que celle-ci, avec le gros diesel, elle fait 200 kg de plus quand même. Voilà. C'est pas rien. Et ça se ressent. Ça se Alors ressent, certes, on a 180 chevaux ici. On sent qu'à l'accélération, bon, on est quand même, il y a du monde sous le capot, quoi. Mais voilà, c'est la version la plus lourde. Certainement aussi peut-être la plus bruyante. Ouais. C'est moins agréable. C'est moins agréable. Alors, on va parler de l'agrément maintenant. C'est une voiture qui est typée confort. Et étonnamment confort d'ailleurs. Voilà, étonnamment confort. C'est-à-dire qu'on a été habitué sur les dernières générations de Peugeot, 2008, 308, la nouvelle 308, à des voitures qui ne sont pas inconfortables, hein, mais qui offrent un super compromis ce fameux compromis entre confort et dynamisme. Et c'est vrai qu'on est sur des voitures vraiment dynamiques. Peut-être certainement les références, chacune sur leur segment. Et là, ce nouveau 3008, il étonne vraiment par son confort. On est sur une voiture qui est extrêmement souple, délicate, et c'est assez surprenant de la part de Peugeot, je trouve. Là, c'est vrai qu'on a des mouvements de caisse qui sont quand même assez prononcés quand on commence à hausser le rythme, et on peut préférer le dynamisme et le maintien supérieur des véhicules concurrents. On va finir sur les tarifs. Ça démarre à un tout petit peu en dessous de 26 000 euros. Ça monte à 41 000 euros. 41 000 euros pour cette version 180 chevaux, boîte auto, version GT. De prime abord, c'est peut-être pas à la portée de tout le monde. Ouais. Voilà. Mais ça colle aussi à cette nouvelle stratégie de Peugeot qui souhaite devenir le premier constructeur généraliste premium. C'est-à-dire entre les généralistes et les marques haut de gamme allemandes. Pour finir, on n'achète pas. En version 130 chevaux, dans une belle finition GT Line, 130 chevaux essence avec une boîte auto, ouais, on achèterait, oui. Merci Damien. Merci. Voilà Aude, est-ce que j'ai eu raison d'évoquer d'ores et déjà un succès pour ce 3008 ? Oui, je pense que l'accueil qu'on peut observer déjà à travers le mondial, pour faire le lien avec le sujet précédent, on a un bilan qui est extrêmement positif, d'un point de vue qualitatif, parce qu'on a eu, grâce à notre 3008, mais aussi la 5008 qui était présentée sur le stand, on a attiré énormément de monde et retenu du monde. Jamais on avait vu des gens rester aussi longtemps autour des voitures. Et le bilan est aussi extrêmement bon d'un point de vue quantitatif, puisque sur le mondial, au global, on a enregistré 1360 commandes, dont 550 commandes pour la 3008. Donc un très bon démarrage, qu'on a également observé lors des portes ouvertes, qui ont lieu aussi juste à l'issue du mondial, où là encore, on a dépassé les objectifs qu'on s'était fixés. Il apparaît déjà dans les chiffres du CCFA, le 3008 ? Oui, il est déjà dans les chiffres, mais on ne les a pas encore séparés entre ancien 3008 et nouveau 3008. C'est pas la difficulté. Mais sachez que depuis donc le lancement de la voiture, on est déjà à 15 000 commandes, ce qui est vraiment exceptionnel, 3 fois plus que ce qui était prévu dans nos objectifs. Donc c'est de très très bon augure pour il la va vie de falloir les cette livrer, nouvelle dites-moi. Ouais. Oui, mais on est tous au travail pour pouvoir livrer en 15 000 sur quel marché ? Sur l'Europe. L'Europe, d'accord. Alors on l'a vu avec les premiers pays qui ont lancé la voiture. On l'a vu avec la 308 il y a déjà 2 ans maintenant, qui a clairement pris la Golf, on va dire en ligne de mire et puis en référence. Ce 3008, il était conçu pour rivaliser avec le Tiguan. Clairement, c'est notre cible. Vous savez que l'ambition de la marque, c'est de devenir, on le disait dans le reportage, le meilleur généraliste haut de gamme. Et clairement, dans notre stratégie de montée en gamme, la marque Volkswagen devient une cible pour tous nos modèles. Et c'est vrai que face à la 3008, le Tiguan est l'acteur qui est dans notre cible. Nicolas, ton avis sur cette question ? Peugeot a les moyens d'aller chatouiller Volkswagen ? Je me rends surtout compte que on a, contrairement à d'autres constructeurs français, le plus gros, Peugeot arrive à faire des intérieurs vraiment très réussis, ce qui est le cas de Volkswagen, mais Peugeot ajoute le côté original en revenant sur ça s'appelle alors du coup iCockpit, c'est ça, sur le 3008, à réussir sur un produit qui est, on va dire, moins cher qu'une Audi, parce que Peugeot s'arrête là où Audi commence en termes de tarifs. Réussir à faire quelque chose de rapide et d'efficace, vraiment, c'est assez rare. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur certaines dernières Renault que j'ai essayées, mais le Airlink 2, je ne trouve pas ça très rapide. C'est bien,
mais il y a encore du travail par rapport à Volvo, par exemple, en restant sur les tablettes verticales. Donc juste par rapport à cette partie-là, je trouve que réussir à égaler en termes de rapidité et de qualité un constructeur, une marque premium, c'est bien, parce que sur ce type de tarif, c'est difficile d'ajuster les prix, justement. Michel, est-ce que tu veux poser une question à notre invité sur ce 3008? Ben surtout, je pense qu'il y a un vrai engouement sur ce 3008. Un vrai engouement, on l'a vu au salon. Bon, c'était évidemment peut-être la nouveauté la mieux placée à l'entrée du salon, ce qui explique aussi en partie ça. Mais il y a autre chose derrière. Le site où j'éditorialise gaiement, qui est Caradisiac, a réalisé sa meilleure audience avec l'essai du 3008. Et c'est le cas de beaucoup de journaux, de beaucoup de sites. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est le précédent 3008 était déjà très très bien. Son problème, c'est qu'il était très 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 moche. Et 2008, on l'a vu avec 2008, à partir du moment où on dessine un vrai SUV, les choses vont mieux. Le nouveau 3008 est un vrai SUV avec des lignes carrées comme un SUV. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Peugeot a attendu si longtemps pour faire des vrais SUV? Pourquoi Peugeot n'a pas osé faire des SUV avant celui-là et faisait plutôt des crossovers, si on veut caricaturer? Aude. Oui, c'est vrai que le 3008 était une première proposition d'hybridation et n'était pas clairement un SUV. Alors, on a quand même démarré une vraie offensive SUV avec la 2008, qui est un vrai succès. Et c'est vrai que pour un enjeu d'internationalisation, il nous fallait clairement inscrire le nouveau 3008 dans le monde des SUV, parce que c'est c'est la silhouette qui aujourd'hui est en pleine expansion sur l'ensemble des continents. Et que clairement, il fallait que d'un premier regard, la voiture soit reconnue comme un SUV. Donc c'est chose faite, puisque le nouveau 3008 a tous les attributs du SUV, des grandes roues, une garde au sol rehaussée. Alors, c'est un SUV, il n'est pas encore 4x4. Non, c'est vrai qu'on ne propose pas de transmission 4x4. Par contre, on propose un système de motricité renforcée, le Advanced Grip Control, qui évolue par rapport au système qu'on proposait déjà dans nos voitures, puisqu'il est enrichi d'une fonction Hill Assist Descent Control, qui, pour les personnes qui ont pu l'essayer, est assez bluffante. Oui, effectivement. Alors, on va faire rapidement, parce que c'est compliqué à expliquer comme ça. Mais en gros, elle fonctionne au point mort. Voilà. Exactement, on se met au point mort, voilà. et le système régule la vitesse. En fait, quand Peugeot est arrivé en nous disant on a la nouvelle fonction HD, tout le monde la connaît. Oui, non, celle-ci est vraiment différente. Il arrivera en 4x4 en version hybride, si j'ai bien compris. Exactement, oui. Et ça, 2019. c'est pour 2019. Avec un hybride d'essence plug-in. Nicolas, une dernière question Oui, ou oui. un dernier Oui, non, commentaire? juste une précision, le système d'aide à la descente qui marche au point mort, ça je crois que ça existe chez Skoda depuis le lancement du Yeti, depuis quelques années, si je ne m'abuse. Alors écoute, honnêtement, je saurais pas te Ah, dire. peut-être que Peugeot avait travaillé avec ses fournisseurs en amont et ne l'avait pas encore sorti chez eux, c'est possible. Honnêtement, je n'ai pas souvenir de ça, donc Mhm. je vais pas rebondir dessus, mais Driss? Non, je sais que c'est. je sais que... Bon. Peut-être juste une précision, je parlais rapidement. de 15 000 commandes, c'est bien en France. D'accord, ok. Juste pour la France. Eh ben, D'accord. ce sera donc le mot de la fin. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Aude, François, Nicolas et Michel. Merci aussi à Benjamin à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec plein d'essais. En attendant, n'oubliez pas les rediffs et le replay. Parlez-en aussi à vos amis. Salut à tous. Les programmes continuent sur Watch. Bye bye.